J'ai l'honneur de présenter notre dernier intervenant, le professeur Gilles Bernardin, qui est PUPH au CHU de Nice et chef de service durant près de 20 ans du service de médecine intensive et réanimation. Professeur Bernardin, qui est engagé de longue date dans la réflexion éthique en santé. Président de l'espace éthique azuréen et co-directeur de l'espace de réflexion éthique interrégional PACA Corse, ses travaux et domaines d'intérêt portent sur les grands enjeux de l'éthique médicale contemporaine, mais également sur les enjeux éthiques qui sous-tendent les grandes questions sociétales. L'activité pédagogique de professeur Bernardin occupe une place importante dans son parcours, au cours duquel il a conçu plusieurs programmes de formation en présentiel et en e-learning à destination des soignants. Soucieux de diffuser la culture éthique au-delà du cadre très spécialisé, professeur Bernardin publie régulièrement des textes de vulgarisation et des éditoriaux destinés à sensibiliser un large public aux enjeux de l'éthique en santé, et notamment sur le site espaceethiqueazuréen.fr. Je vous invite à aller voir. C'est à vous, professeur. Merci de cette présentation dithyrambique. Donc je remercie les organisateurs. Je vais essayer de reboucler dans ma présentation sur quelque chose de plus pragmatique. L'urgence, c'est le temps qui manque, et c'est le temps qui manque parfois à la réflexion. Et tout ce qu'on a abordé, tout ce que j'ai entendu ce matin, demande du temps. Parfois, il faut agir dans l'instant. C'est ce qui fait la difficulté du métier. Un matin d'hiver, le SAMU reçoit un coup de fil d'une voisine inquiète qui s'inquiète de voir que les volets de l'appartement de ces personnes âgées qui habitent à côté sont toujours fermés à midi. Donc les urgences arrivent, on pénètre dans cet appartement, dans cette chambre, on voit un couple allongé, main dans la main, lui était mort et elle respirait encore faiblement. Sur la table de chevet, des boîtes de médicaments, une lettre qui se conclut de la façon suivante: nous avons vécu heureux, nous partons ensemble en paix. Et cette lettre nous apprend également que lui avait 90 ans et présentait depuis quelques mois, on va dire, une lassitude de vivre. Elle avait 89 ans, une polyarthrite rhumatoïde handicapante. Elle était vraiment dépendante pour tous les actes de la vie courante. Tous les deux n'en pouvaient plus de cette vie qui s'éternisait, de cette déchéance de la vieillesse. Ils avaient nourri le projet de partir ensemble depuis déjà pas mal de mois. Ils étaient sans enfants. Les urgentistes se regardent, petit coup de fil à la régulation, et finalement le médecin pratique les manœuvres de réanimation. Il l'intube, il la transfère dans mon service, et je dois vous dire qu'à l'arrivée, l'équipe était un peu perturbée et se demandait quel était finalement le bien fondé de cette prise en charge. Fallait-il réanimer? Faut-il continuer à réanimer, respecter la volonté présumée de mourir de ce couple? Et là, vous mesurez toutes ces interrogations sous-tendues par cette tension éthique entre, bien sûr, le devoir d'assistance à personne en danger, qui est un absolu, mais aussi, pourquoi pas, respecter le projet de ce couple. La société qui, si elle n'interdit pas le suicide, interdit l'assistance au suicide, comme l'euthanasie, et une équipe complètement bouleversée dans son souci d'humanité par la violence du geste médical, et qui ne comprend pas et qui se questionne sur le sens du soin qu'on est en train de prodiguer.
Alors bien évidemment, chaque fois qu'on est dans une situation d'incertitude comme ça, quasiment une aporie, que faire? On se précipite vers les principes de Beauchamp et Childress. Alors bien sûr, au titre du principe du respect de l'autonomie, on ne respecte pas du tout la volonté de ce couple de mourir. Au titre de la bienfaisance, eh bien la bienfaisance du soignant, évidemment, c'est d'agir, c'est de réanimer. Mais est-ce que cette bienfaisance, c'est celle attendue par la malade? Est-ce que cette bienfaisance soignante, violente, qui s'impose, elle ne vient pas télescoper le principe fondamental de respect de la volonté du patient? Et puis, que dire du principe de non-malfaisance? Prolonger une vie dont on ne veut plus, peut-être condamner cette femme à une survie dans des conditions qu'elle n'aurait jamais souhaitées, peut-être avec des séquelles, en tout cas un handicap toujours présent, sans l'assistance, sans l'amour de son mari. Vous voyez que si on passe ces principes, si on passe la situation au crible de ces principes, il n'y en a aucun qui émerge et on reste dans une impasse éthique flagrante. Alors finalement, on se retourne vers la loi, vers les textes, et là, finalement, les textes, tous, nous incitent à agir, à réanimer. Le code de la santé publique, le code pénal nous disent, bah oui, l'assistance à personne en danger, c'est ton job, toi l'urgentiste. Et puis, on ne connaît pas vraiment, stricto sensu, la volonté de cette patiente. Peut-être qu'elle était sous l'emprise de son mari. Et puis, une lettre d'intention qui n'est pas signée n'a pas valeur de directive anticipée. Et enfin, si, à titre compassionnel, on met en route une sédation, on transgresse l'interdit de tuer, on n'est pas dans les clous de la loi Claes-Leonetti, maladie grave, incurable, avec souffrance réfractaire, avec pronostic vital engagé à court terme. On n'est pas dans ce cas-là. Et si jamais, passez-moi l'expression triviale, on poussait la seringue, eh bien, ce serait l'euthanasie, avec le facteur aggravant que ce serait en dehors de toute volonté exprimée par la patiente. Alors finalement, il y avait deux options possibles sur le papier, et celle qui s'est imposée naturellement, c'est le devoir de secours. On peut dire que la norme a triomphé, en dépit du fait que l'équipe était perturbée dans son souci d'humanité et ne comprenait pas bien la violence du geste médical. Alors ici, on ne peut pas faire l'économie de certaines interrogations. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mesuré toutes les conséquences? Quelle était finalement notre finalité d'agir? Est-ce que c'est vraiment la conscience professionnelle qui me fait penser qu'il faut porter secours à cette femme, lui permettre de survivre parce que c'est mieux pour elle? Ou est-ce que c'est mieux pour moi? Mieux pour ma tranquillité personnelle? Comme ça, on dit que j'ai fait le job. Je ne suis pas attaquable, je me mets à l'abri des foudres de la loi. Ça aussi, ça fait partie de la réflexivité, interroger tous les moteurs de mon action. Alors, sauver ou respecter, obéissance à la norme ou bien fidélité à la personne, c'est deux valeurs évidemment auxquelles on est fortement attaché, aussi bien à l'une qu'à l'autre, qui vous montre que l'acte médical, la médecine, c'est difficile. C'est toujours un acte de discernement, qu'il est important de toujours être habité par le doute, ne jamais le fuir, et que la délibération éthique, c'est vraiment un espace de solitude, et on l'a tous expérimenté, nous qui avons été sur le terrain.
Il n'y a jamais de bonne décision, on va prendre au mieux la moins mauvaise. Et dans beaucoup de situations, vous sentez une tension permanente entre l'éthique et le droit. Tout ce qui est légal n'est pas forcément éthique, et inversement. Et beaucoup de situations vous laissent un petit goût de cendre dans la bouche, parce que, ok, vous vous êtes plié à la loi, mais au fond de vous-même, vous n'êtes pas serein. Et Paul Ricoeur nous invite à interroger cette notion de la transgression. La transgression, alors est-ce que c'est une frontière, une ligne rouge à ne jamais traverser, ou est-ce que c'est parfois un devoir dont il faudrait endosser la responsabilité? Et Ricoeur nous dit, l'action médicale ne passe pas forcément par un respect servile des textes juridiques, car la valeur et le sens précèdent la norme et la loi, et le mot important, c'est forcément dans cette phrase. Alors, si les choses sont pas simples pour le commun des praticiens, évidemment, pour les urgentistes, c'est infiniment plus compliqué, parce que vous connaissez les contraintes et les contingences de l'urgence, elles sont votre quotidien. L'urgence, c'est un concentré de tensions éthiques. Vous avez la pression temporelle qui vous commande d'agir vite, sans avoir le plus souvent une vision globale de la situation. Les données sont incomplètes concernant le patient, la famille, le contexte. Vous êtes obligé d'agir avec des parts d'ombre. Le stress, le bruit, l'agitation ambiante, parfois la mise en péril de l'urgentiste quand il intervient en théâtre d'opérations dangereux, et puis des conflits de valeurs qui sont spécifiques à votre activité. Le premier, la priorisation des soins, vers qui je vais pour lui porter secours, le plus jeune, le plus vieux, le plus atteint, celui qui a le plus de chances de s'en sortir. Et puis cette bascule immédiate que je dois faire entre une éthique de conviction qui me commande d'aller porter secours à tout le monde, partout, en tout lieu, ou bien une éthique de responsabilité qui m'enjoint de prendre en compte les conséquences. Et cette éthique de responsabilité, eh bien, elle a sa logique, mais elle a sa part de renoncement. Et dans les situations de chaos, eh bien, je suis obligé de basculer vers l'utilitarisme, c'est-à-dire une éthique de nécessité qui est toujours douloureuse pour les équipes, mais qui est incontournable quand vous êtes en situation de pénurie, quand l'offre et la demande de soins ne cadrent pas. Vous voyez que quand vous êtes en situation de pénurie, vous êtes forcé d'avoir une réflexion utilitariste, c'est-à-dire viser le plus grand bien pour le plus grand nombre. Le collectif passe avant, l'individu va passer après. Quand vous êtes au contraire en situation d'abondance, eh bien vous suivez votre inclinaison naturelle vers une éthique de conviction qui va respecter pour chacun l'autonomie, le respect de la dignité, quoi qu'il en coûte. Et puis, entre les deux, ça va être votre disponibilité en moyens humains, matériels, qui va ajuster le curseur sur cette ligne. Un autre dilemme spécifique de l'urgentiste, c'est sa propre mise en sécurité. En effet, est-ce que je dois me mettre en danger pour porter secours à un seul? Est-ce que je dois, au contraire, prendre soin de moi pour pouvoir être disponible et porter secours à encore plus de personnes? Ce dilemme de l'urgentiste que j'appelle le lui ou moi, eh bien on peut se référer peut-être à la pensée de Lévinas pour mieux la comprendre.
Vous savez que Lévinas porte une importance particulière au visage d'autrui. Ce visage d'autrui qui me convoque, qui m'oblige, qui crée en moi un sentiment de responsabilité vers autrui. Et ça correspond bien finalement à la démarche de l'urgentiste qui se porte au secours de sa victime. Est-ce que Lévinas condamne donc l'urgentiste à l'héroïsme? Non, parce qu'il introduit la notion de tiers, c'est-à-dire que pour lui, cette responsabilité infinie que j'ai vis-à-vis d'autrui ne m'exonère pas de la responsabilité que j'ai vers tous les autres. Donc pour Lévinas, se protéger, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas un retrait éthique, c'est simplement une exigence de justice. Ça me permet finalement de rester disponible pour les autres, pour mon équipe et pour continuer à remplir ma mission. Alors, cette réflexivité, ce concept qui vous occupe déjà depuis 2 jours, comment on peut l'appréhender dans le contexte de l'urgence vraiment de tous les jours, de terrain? La réflexivité, c'est la justesse de l'urgence. Et je vois 3 temps pour cette réflexion. La réflexion dans l'action, qui permet de micros-ajustements. La réflexion sur l'action, c'est cette réflexion a posteriori, on refait le match. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on a loupé, comment pourrait-on mieux faire? Et puis une réflexion pour l'action, là on est dans la prévision, dans l'anticipation, on imagine, on travaille des scénarios qui mettent en jeu des enjeux éthiques en situation d'urgence. Alors, bien sûr, il y a des outils, vous l'avez, je pense, évoqué au cours des tables rondes, au cours de ce colloque. Je voudrais simplement en signaler 2 qui me semblent intéressants. C'est la simulation. Vous savez que la simulation, c'est à la mode. Le danger, c'est qu'on la mette à toutes les sauces. Mais cette simulation, elle est importante parce que, d'abord, elle est très formatrice pour les jeunes médecins, ceux qui ne sont pas encore allés sur le terrain, mais aussi pour les vieux, parce que simuler, ça permet aussi, au moment du débriefing, justement l'effet de miroir dont on parlait tout à l'heure. Pendant la simulation, je fais comme si, mais après, je me regarde. Et cet effet miroir de me regarder en train de faire est extrêmement à une haute valeur pédagogique. Et puis, ce qui me semble très important, c'est toutes ces réunions de débriefing post-intervention, les rétex, qui permettent finalement, de manière collective, en ayant le temps cette fois-ci, en se posant, en mobilisant une éthique de discussion chère à Habermas, eh bien, de revoir et d'apprendre pour le futur. Et puis je vous renvoie quand même à tout ce qui a été écrit par votre société savante depuis déjà quelques années, mais toujours terriblement d'actualité. Donc jetez un coup d'œil à ces recommandations de la CFMU qui sont encore excellentes. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette réflexivité? Moi, je pense que c'est de la clairvoyance, c'est notre aptitude à mentalement répondre à 4 questions. Et la difficulté, c'est de le faire sur l'instant. Ces 4 questions, la première, c'est, j'arrive sur la situation, que dois-je faire? C'est l'injonction morale, je dois faire le bien, je dois faire le juste. Que dois-je faire? 2 questions qui arrivent immédiatement après, qui vont définir le cadre conceptuel dans lequel doit se faire mon action. Le cadre de la loi, qu'est-ce que je suis autorisé à faire? Qu'est-ce qui est légal de faire?
et le cadre de la déontologie. Quelles sont les règles de ma profession que je dois appliquer? Et puis ensuite, la quatrième question, c'est que puis-je faire? Quel est le chemin que je dois prendre pour finalement mettre en musique cette grande injonction morale de que dois-je faire? Que puis-je faire compte tenu du contexte, de mes contraintes, des contingences, de la situation d'urgence? Voilà. Et ce que puis-je faire, c'est vraiment l'interrogation éthique. Alors, quels enseignements pour le futur? Eh bien, vous avez compris que l'urgence est un révélateur éthique. Elle démasque terriblement la solitude morale du médecin. L'urgence de faire vite ne vous exonère pas de la prudence aristotélicienne, le phronésis. Cette phronésis, c'est l'action prudente, juste, raisonnée. Elle ne s'exonère pas d'une réflexion collégiale. Alors bien sûr, la réflexion collégiale à l'hôpital, c'est facile, hein. C'est un service, c'est 50 personnes, on prend son temps, mais là, on n'a pas le temps. Et pourtant, cette réflexion collégiale, à minima, elle doit se faire. Et on la retrouve dans l'échange de regards entre les urgentistes au-dessus de la victime, par un petit coup de fil de 30 secondes à la régulation vers un senior, mais elle doit quand même précéder la prise de décision. Et puis l'urgence ne doit pas céder au mythe de la toute-puissance, on n'est pas le bon Dieu. L'urgence, c'est voir au-delà de ici et maintenant, c'est-à-dire ne pas se laisser fasciner par le présent qui est toujours technique. Et l'urgence, c'est aussi savoir restituer sa place à la mort et ne pas se réfugier derrière des rites techniques qui sont somme toute faciles parce qu'ils sont réflexes. Se réfugier dans la technique, c'est malheureusement parfois le premier symptôme de notre incapacité à identifier les enjeux éthiques qui se nouent dans une situation clinique complexe. Alors, je ne terminerai pas sans quelques paroles de philosophe. Évidemment, Hannah Arendt, pour laquelle le mal, c'est l'absence de pensée. Et donc, ça fait 2 jours que vous essayez de savoir comment peut-on penser. Et cette très belle définition de l'éthique qui nous est donnée par Sylviane Akaczynski, l'éthique, c'est une autolimitation de la puissance. Et cette phrase, ça reboucle terriblement avec ce que j'ai toujours demandé à mes internes de se répéter avant une prise de décision en situation difficile. Je sais le faire parce que j'ai appris à le faire. Je peux le faire parce que j'ai tous les moyens qui me sont donnés, mais est-ce que je dois le faire? Et ça, c'est vraiment le souci éthique. Je vous remercie. Merci, professeur. Quelles sont vos questions, vos remarques? Marie-France Petit, Guadeloupe. Merci beaucoup, urgentiste aussi. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Ça fait remonter des situations pour moi, notamment pour les patients qui sont déments, de plus en plus âgés, ou les patients psychiatriques qui n'ont pas eu de personnes de confiance et n'ont pas non plus de mots, comme ont laissé ces différentes personnes, pour dire ce qu'elles souhaitent faire. Des patientes qui sont pas encore à l'article de la mort, donc on n'est pas du tout dans du palliatif, mais qui refusent des soins notamment qui, s'ils ne sont pas faits, on sait que ça va entraîner des situations graves, irréparables, voire des décès. Nous, on est urgentistes, on reçoit ces patients dans des situations critiques. On fait appel à nos confrères en étant persuadés que ces patients ne sont pas conscients des risques qu'ils encourent, et on a des fins de non-recevoir
parfois parce que ces patients auraient dit ou disent au moment où on les voit, ben non, ils refusent la prise en charge. C'est un peu compliqué parce qu'on nous laisse avec ces patients dans les urgences et en fait, en gros, pour certaines situations, on dit débrouillez-vous. Voilà, donc j'aimerais avoir un petit peu votre avis pour ce type de situation. Merci. Alors, si vous pensez que j'ai la boule de cristal et Magic Bullet, vous vous trompez. Là, vous décrivez la situation où, malheureusement, l'urgence sert de déversoir à beaucoup de situations médicales, mais aussi de situations sociales. Et vous vous retrouvez avec des patients qui ont des troubles cognitifs, donc vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a pas de discernement au rendez-vous, savoir réellement, vous n'avez pas accès à leur volonté, et vous êtes obligé de faire avec ce que le patient vous dit dans l'instant, alors que manifestement son discernement n'est plus au rendez-vous. Alors, que vous dire est-ce que l'histoire clinique antérieure, est-ce que les médecins qui ont eu la chance peut-être de côtoyer cette personne alors qu'elle avait un peu plus de discernement peuvent être d'utilité ou joignables, je ne sais pas. En tout cas, il y a un principe qui dit que lorsqu'une personne a perdu son discernement et que justement vous ne savez pas si ce qu'elle vous dit sur l'instant vous devez tenir à ce qu'elle vous dit sur l'instant, essayez de rechercher qui était cette personne avant, qu'est-ce qu'elle aurait voulu, quelles étaient peut-être ses valeurs, ses préférences, et est-ce que ce qu'elle vous dit, sur l'instant, peut-être. J'ai un téléphone qui sonne. Excusez-moi. Ce qu'elle vous dit sur l'instant, est-ce que c'est compatible avec la personne qu'elle a été auparavant, antérieurement? Voilà, j'ai pas de bonne réponse à vous donner. C'est une interrogation qu'on fait souvent lorsque, par exemple, on rencontre des soignants qui travaillent dans des EHPAD. Eux aussi sont confrontés à cette situation. Quelqu'un qui n'a plus sa cognition exprime quelque chose, exprime un souhait. Est-ce que je dois le réaliser? Est-ce que je dois m'y opposer? Est-ce que ce souhait correspond à la personne qu'elle était auparavant? Est-ce que ce qu'elle exprime est en conformité avec ses valeurs, ses choix, ses préférences qu'elle aurait pu exprimer il y a quelques mois et quelques années, non pas maintenant. Voilà. C'est extrêmement difficile et je pense que là, la collégialité, l'échange avec vos pairs, peut-être peut vous permettre de prendre finalement la décision, si ce n'est la meilleure, au moins la moins mauvaise. Peut-être qu'il y a un fil rouge qu'il faut ne jamais transgresser, c'est est-ce que la décision que je vais prendre est conforme à la dignité de la personne? Voilà. Peut-être que la dignité de la personne doit être finalement votre fil conducteur. Et si vous avez l'impression que vous allez finalement ne pas respecter ces dignités, vous interdire ce type de décision. J'ai pas mieux à vous offrir, je suis désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Véronique Strasbourg. Merci pour cette conférence. Comme l'a dit Isabelle, moi, ça m'a remué dans mes tripes. Et ma question, c'est... Je me souviens de mes débuts, alors ça fait 40 ans, bien sûr, il y a prescription maintenant, de comment j'étais quand j'ai démarré, avec cette volonté de faire de la technique, des choses comme ça. Et c'est seulement au bout de quelques années qu'on arrive à prendre du recul et à se dire qu'en fait compte, on n'est peut-être pas très bien vieillant par moment. Ma question, vous avez parlé de la simulation.
mais quelles sont vos propositions pour pouvoir former les nouveaux professionnels de santé à prendre en compte toute cette dimension dès le départ de leur prise en soin? Ma recommandation, c'est ne pas attendre d'avoir 60 ans pour s'intéresser à l'éthique. Je pense que il faudrait quand même forcer sérieusement sur l'enseignement d'éthique et ne pas le saupoudrer un tout petit peu en première et en deuxième année. Il faudrait que ce soit une démarche continue au fil des 6 années de l'apprentissage de la médecine. On voit que finalement, quand on était jeune, on est passé à travers, on n'a jamais eu ce type d'enseignement. Et c'est finalement à travers le métier, les claques qu'on prend pendant le métier, qu'on s'intéresse à ce sujet, mais on s'y intéresse beaucoup trop tard, manifestement. Voilà. Et donc, la seule recommandation, ce serait revoir les programmes d'enseignement. Moi, ce qui me frappe, c'est que le corpus d'enseignement d'éthique des infirmières est bien plus costaud que celui des médecins. Et quand vous faites une réunion, une formation d'éthique, j'en fais très souvent, j'ai quasiment jamais de médecins. J'ai essentiellement des paramédicaux et j'ai un médecin toutes les morts d'évêque. Voilà. Donc, et pourtant, tous les soignants sont intéressés par la question. Alors, je ne sais pas si c'est le manque de temps, la volonté de ne pas se mettre à nu pour les médecins, mais voilà, je pense qu'il faut changer de paradigme. Il faut dire que l'éthique, elle est consubstantielle à la fonction de soins et que si on n'a pas cette fibre-là, on n'est jamais qu'un technicien de santé et on n'est pas un vrai praticien.